Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dit Kankourou. La réforme du secteur de la décentralisation, voulue et mise en œuvre par le chef de l'État Patrice Talon, vient d'amorcer un pas décisif avec le tirage au sort le jeudi 31 mars 2022 des secrétaires exécutifs, désormais ordonnateurs du budget et chefs de l'administration locale. Si la réforme en elle n'est pas mauvaise, sa mise en œuvre telle que démarrée risque de provoquer l'effet contraire à l'objectif de départ. Depuis quelques mois, les Béninois vivent une cherté de vie sans précédent, une situation difficile qui ne laisse personne indifférent. Pour éclairer la lanterne des Béninois sur cette situation et les mesures prises par le gouvernement, une émission spéciale a été animée le dimanche 3 avril 2022 sur la télévision nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances a apporté des clarifications. On en parle sur ce plateau. L'invité, il n'est plus à présenter, Edouard Doudé, bonjour. Oui, bonjour mon cher Ismaël Balogun. Je précise que vous êtes journaliste, promoteur du journal Le Grand Regard. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, le premier faux pas a été noté depuis le départ notamment, le processus ayant abouti au choix des cadres devant conduire le fichier électoral. Le processus biaisé a été repris pour aboutir à un résultat pas différent du premier. D'abord, de votre position de journaliste, quelle lecture, quelle analyse vous faites par rapport d'abord à cette réforme voulue par le chef de l'État, Patrice Talon, au niveau de la décentralisation? Merci beaucoup Ismaël Balogun. Je pense bien que par rapport à cette réforme concernant la décentralisation, c'est une réforme attendue puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis près de 2 décennies que nous avons commencé par expérimenter la décentralisation, les fruits n'ont pas donné la promesse des fleurs, parce que à l'avènement de la décentralisation, on espérait que les communes ou le développement à la base serait une réalité. Mais après près de 2 décennies, on remarque que les communes ne sont pas considérées, ne sont pas encore aujourd'hui le moteur du développement à la base. Donc, ce qui a certainement poussé les autorités au plus haut niveau à faire des diagnostics pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation. Certainement, c'est ce qui a conduit à initier cette réforme dont il est question aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de secrétaires généraux dans les mairies, mais plutôt de secrétaires exécutifs. Donc, pour moi, je pense bien que c'est déjà bien qu'on commence par expérimenter, qu'on essaie d'expérimenter autre chose pour essayer de voir si nous pouvons trouver un autre résultat que ce que nous avons fait, parce que il y a un adage qui dit vous ne pouvez pas continuer de faire ce que vous faites pour espérer autre résultat. Si vous voulez autre résultat, il faut changer de manière de faire pour espérer pour changer les choses. Donc je pense bien que c'est cette dynamique-là qui explique cette réforme qui est aujourd'hui mise en œuvre. Maintenant, est-ce que c'est une réforme qui viendra apporter une solution au mot souligné? Je pense bien que c'est dans la mise en œuvre qu'on pourra mieux apprécier. Mais pour le moment, je peux dire que dans son ensemble, c'est une réforme que j'apprécie. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que longtemps, parmi les mots qui minent l'administration locale dans notre pays, il y a le manque de compétences. Et les maires ou les communautés ont toujours chanté ce transfert de compétences qui est prévu par la loi. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'à travers la mise en œuvre de cette réforme qui a abouti à la désignation des secrétaires exécutifs et d'autres personnalités qui viendront jouer des rôles techniques dans les mairies, je pense bien que ce transfert de compétences est en train de devenir une réalité, parce que ce n'est plus pas accointance politique, ce n'est plus pas accointance régionaliste que les techniciens sont choisis, mais c'est pas leur compétence que le fichier a été établi, et c'est pas leurs compétences qu'ils ont été retenues pour servir dans notre administration locale. Donc je pense bien que au moins à ce niveau, on peut dire que nous avons fait un pas en avant.
Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects de la réforme, en ce qui concerne la pertinence de la manière dont la réforme est conduite, là, on peut avoir dit dessus. Voilà, justement, on va en arriver à ce point-là. Quand on voit au niveau du processus, comment la sélection a été faite, une sélection trop impartiale, selon vous, parce qu'on a vu les meilleurs sont retenus, mais à l'issue de la sélection, quand on prend par exemple le Suisse, peut-être que le centième a été retenu, pendant que peut-être que le premier, le deuxième n'a pas été retenu pour siéger dans une commune. Non, si nous restons seulement focalisés sur cet aspect, on risque de ne pas voir la pertinence de ce qui a été fait. D'abord, avant de revenir à votre question, il faut saluer d'abord la transparence qui a caractérisé le processus. Du début jusqu'à la fin, nous avons noté un souci de transparence au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau des présélections, de la sélection, des tests et autres. Il y a eu un souci de transparence. C'est d'abord ça qui est le gage du sérieux qui entoure le processus. Donc, il faut d'abord saluer cet aspect-là. Il faut également saluer le respect du chronogramme. Vous allez voir que le temps qui a été donné, le temps a été respecté malgré la mal-donne qu'il y a eu en cours de chemin. Le gouvernement a essayé de rester dans le calendrier qu'il s'est établi lui-même. Donc je pense bien que c'est des points qu'il faut noter, des points forts qu'il faut noter dans ce processus. Maintenant, revenons à votre question, est-ce que les meilleurs ont toujours été, ou est-ce que le mérite a été célébré? Voilà. Est-ce que le mérite a été de mise dans les choix? Sur la question, les avis sont partagés. Mais pour moi, je pense bien que l'esprit de mérite a été toujours conservé. Parce que c'est un test. Et ce n'est pas tous ceux-là qui ont postulé qui ont été retenus. Les 400 qui ont été retenus, c'est des gens qui sont tous à même de faire le travail. Justement. Quand vous prenez le premier, il peut faire le travail. Quand vous prenez le dernier, il peut également faire le travail. Donc, la différenciation au niveau des scores obtenus par chacun, c'est peut-être par rapport à certains détails, c'est par rapport à certaines habiletés qui ne sont pas forcément essentielles pour le travail pour lesquels ils sont retenus. Donc, je pense bien que une fois que c'est les meilleurs qui ont été retenus pour les 400 et quelques qui ont participé, qui ont participé au tirage au sort, pour moi déjà l'esprit du mérite, l'esprit de l'excellence est déjà respecté. Maintenant, on aurait souhaité, dans le meilleur des mondes, que les premiers soient privilégiés. C'est-à-dire qu'on puisse les retenir par ordre de mérite réel. C'est-à-dire que les meilleurs soient vraiment privilégiés de manière progressive, voilà, pour que les moins méritants puissent savoir que c'est parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des premiers qu'ils n'ont pas été retenus. Mais quand on le fera, on va créer encore d'autres situations. Voilà. Dans ce processus également, on a constaté que l'expérience n'a pas été prise en compte parce que quand on voit un SG qui a, supposons, fait 10 ans d'exercice dans le domaine de la décentralisation, mais à l'arrivée qui n'a pas été sélectionné, et pendant ce temps, un nouveau SE qui... Voilà, c'est vrai qu'il a un bagage intellectuel, qu'il a un niveau d'études élevé, mais qui n'a pas d'expérience en décentralisation. Est-ce que vous ne voyez pas quand même à ce niveau également que l'expérience n'a pas été prise en compte dans ce processus? Non, je pense bien que c'est une vue d'esprit quand on parle de cette manière. Les expériences ne sont pas les mêmes. Les expériences ne sont pas les mêmes. Chacun a forcément une expérience que l'autre n'a pas vécue, mais dans l'ensemble, quand vous voyez les profils, eux tous ont eu des expériences en matière de décentralisation. Peut-être qu'ils n'ont pas servi au même niveau, au niveau de la décentralisation, mais c'est des gens qui ont tous des expériences en matière de décentralisation. Moi, il y en a que je connais personnellement qui ont servi au niveau de l'ANCB à différents postes. Il y en a qui ont servi même dans les mairies. Il y a même des anciens SG qui ont été retenus. Quand vous prenez celle qui est actuellement, qui est désignée SE de la commune de Porto-Novo, elle était SE à Boumekaravi et à Ouida. Donc je pense bien que quelque part, on ne peut pas dire que les expériences ne sont pas prises en compte dans la sélection, parce que ce n'était pas seulement les diplômes académiques qui constituaient le dossier à fournir. Il y a également la justification d'une expérience avérée de 10 ans, voilà, en matière de décentralisation. Donc,
si vraiment ces critères ont été respectés déjà au niveau de la présélection, c'est tellement que eux tous ont l'expérience qu'il faut pour faire le job. Seulement qu'il y en a qui ont plus d'expérience qu'on aurait souhaité voir au niveau des mairies, mais qui n'ont pas été prises en compte par le sort. Dans ce cas, on est obligé de prendre notre mal en patience parce que c'est un processus qui vient de commencer. Il peut y avoir des désistements par la suite. Il peut y avoir des remplacements. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des désistements parce que quand ça va commencer comme ça risque de perturber le processus qui est en cours. Mais c'est tellement que ceux-là qui sont au lieu des réservistes doivent prendre leur mal en patience. On n'a pas forcément besoin de servir au niveau des mairies avant d'être utile pour sa communauté. Si ça ne marche pas de ce côté, c'est tellement qu'une autre porte s'ouvrira pour ces personnes-là et ils vont encore être efficaces pour la construction de la nation. D'accord. Edouard Adodé, le développement n'est pas une question du hasard, c'est du concret. Pour vous, est-ce que c'est ceux d'ailleurs qui sont les premiers qui vont servir pour cette réforme? Est-ce que vous pensez que ces SE pourront être à la hauteur de la tâche qui leur incombe désormais? Je ne doute pas que ces nouveaux SE ne soient à la hauteur de leur mission parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un processus minutieux qui a abouti à leur désignation. Donc, même si d'aucuns disent que le hasard qui a été associé à la fin pour la désignation n'est pas de nature à permettre d'encourager l'excellence, je pense bien que c'est un hasard qui permet de donner beaucoup plus de crédibilité au jeu pour qu'on ne parle pas de sélection téléguidée ou de sélection avec des connotations politiques. Donc je pense bien que pour le moment, on ne peut pas douter de leurs compétences. Comme on le dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, c'est voilà, qu'on reconnaît le maçon, le bon maçon. Donc attendons de voir. Après les premiers mois, après les premières années, on pourra mieux évaluer la compétence de ces nouveaux secrétaires exécutifs de nos communes. D'accord. Les réalités sociopolitiques de chaque commune bafouent à travers ce processus parce que, qu'on le veuille ou non, toutes les communes n'ont pas les mêmes réalités et selon la réalité politique, sociale et culturelle, chaque commune devrait avoir le cadre qui le mérite. Mais est-ce qu'à travers ce processus, on ne pourrait pas parler de bafouer les réalités sociopolitiques, culturelles et sociales d'une commune à une autre? Non, je ne pense pas. Cette question me fait souvent rire parce que... Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous ne voulons pas quitter notre cocon de régionalisme. Excusez-moi un petit peu. On sommes tellement habitués à ça parce que lorsque c'est un fils du terroir qui est là, on a certaine facilité à négocier certaines choses. Oui, parce que lui maîtrise les rouages de sa commune. Il faudrait que nous soyons, tout le monde soit édifié d'abord sur la fonction du SE. Le SE n'est pas politique. C'est un exécutant des ordres du conseil communal ou du conseil municipal. Alors, en tant que tel, est-ce qu'on doit craindre que le SE ne maîtrise pas le terrain? Je pense bien que le SE n'a pas besoin de maîtriser le terrain. Lui, il est là pour exécuter les ordres. C'est le conseil qui décide du budget. Et on confie maintenant l'exécution du budget au secrétaire exécutif. Donc je pense bien qu'on ne doit pas avoir de crainte de ce que ces nouveaux SE ne maîtrisent pas le terrain, ne sont pas de leur milieu, ou ne sont pas du milieu dans lequel on les a envoyés. C'est un peu comme vous prenez un directeur départemental de la police. Il n'a pas besoin de connaître le milieu avant de faire son travail. Il est venu pour une mission. C'est vrai. Et suffisamment qu'on lui montre, qu'on lui délimite son territoire de compétences, il fera son travail. C'est un peu comme un directeur d'école qu'on envoie dans une école, que dans l'école il comprenne la langue qui est parlée dans le milieu ou pas. Il est venu pour une mission. S'il connaît bien sa mission, il fera ce qu'il doit faire. Donc, je pense bien que ce débat des SE qui ne maîtrisent pas ou qui ne maîtriseraient pas les réalités des communes où ils sont ne doit pas peser dans le résultat, puisque ici, c'est purement technique. Et lui, il est là pour exécuter les ordres du conseil communal ou municipal selon les principes techniques
qu'on doit suivre, selon les règles techniques qu'on doit suivre en la matière pour ne pas tomber dans les déviances auxquelles on a eu droit au cours des mandatures passées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des maires aujourd'hui qui sont devant la justice juste parce que effectivement, il y a juste pas méconnaissance des tests qui ont posé des actes pour eux qui sont des actes normaux, mais par la suite se sont révélés comme des actes répréhensibles. Donc je pense bien que c'est pour éviter ces dérapages-là. Donc si après l'installation des SE, il y a eu on note encore des déviances, ce n'est plus les maires qui répondent de ces déviances-là. C'est le SE qui devient responsable de ces actes parce que lui, il est censé maîtriser les tests. Le maire n'a pas besoin de faire une formation pour devenir maire. Pour être maire, il suffit d'être candidat dans un parti politique. Si vous êtes élu, vous pouvez être un paysan, vous devenez maire, mais vous ne maîtrisez pas les rouages techniques, les règles de l'administration. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important que ce soit ceux-là qui maîtrisent les règles de l'administration, les règles de la gestion, que ce soit ceux-là qu'on confie effectivement à la gestion des ressources de la mairie pour éviter les déviances. Là, le politique reste dans son couloir politique et le technique reste dans son couloir technique. D'accord, vous avez compris. Et la question qui se pose également est de savoir ce que l'État fera de ces cadres et de l'administration locale qui ne sont pas retenus à l'issue de ce processus-là. Seront-ils laissés à leur sort ou l'État va leur trouver un poste également pour servir l'État? Vous me posez une question comme si je suis le porte-parole du gouvernement. Non, mais voilà, vous êtes analyste, journaliste. Oui, voilà. Je vais commencer par le dire à l'entame. C'est des personnalités qui sont très importantes au regard de leur profil, au regard de leurs compétences. Donc, certainement, il y aura une redistribution des cadres parce que ceux-là qui sont aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des gens qui étaient au chômage, c'est des gens qui étaient quelque part et qui, par rapport à leur départ, il y aura des vides qui vont se créer. Forcément. Donc, il ne revient pas forcément, il ne revient pas à l'État de réguler. Vous allez voir que la nature va s'occuper de la régulation de la situation où, d'une manière ou d'une autre, ces gens seront recasés quelque part. Maintenant, l'autre chose, je l'ai dit à l'entame, on n'a pas forcément besoin d'être à la mairie avant de contribuer au développement, avant de contribuer à la construction de sa nation. On peut rater la mairie et avoir autre opportunité ailleurs. Parce que des gens qui sont compétents, donc certainement qu'ils auront des opportunités sans que l'État ne soit pas forcément celui-là qui prend en charge leur réorientation. Donc certainement, moi je n'ai pas à craindre par rapport à l'avenir des anciens LG qui n'ont pas été retenus. Certainement que la nature se chargera de leur recasement et ils seront toujours utiles pour la nation. D'accord. Cette réforme très intelligente, bien qu'ayant un objectif noble, ne prend pas en compte certaines réalités. Et c'est d'ailleurs là toute la problématique. Et cependant, rien n'est encore tard. Espérons quand même que toutes les préoccupations autour de cette réforme soient prises en compte par le comité qui conduit le processus afin que cette réforme puisse quand même conduire à bien. Je le disais à l'entame de cette émission, les Béninois vivent une cherté de vie sans précédent depuis plusieurs mois. Le dimanche 3 avril 2022, le ministre de l'Économie et des Finances était sur la télévision nationale. L'homme a apporté des clarifications, les mesures prises par le gouvernement pour atténuer cette situation. On l'a entendu, il a dit, cette situation est due à la situation qui prévoit actuellement en Ukraine, en Russie et bien d'autres arguments. Alors vous, Edouard Dodé, par rapport à cette situation que vivent aujourd'hui les Béninois, quelle lecture faites-vous par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain? Non, je pense bien que la sortie du ministre Romerd Ouadani était une sortie attendue parce que c'est lui qui détient l'argent des Béninois et quand ça ne va pas, on a souvent le regard tourné vers celui-là qui est en charge de l'économie, des finances. Donc, c'était normal qu'il puisse donner de la voix pour clarifier ce qu'on connaît déjà. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau qu'il ait avancé comme argument pour justifier la situation. Seulement que, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Je pense que ce n'est pas là le débat. Le débat, ce n'est pas au cours des causes, des raisons. Certes, les raisons permettent le fait de connaître les raisons. Permet de garder un peu la patience parce que avec ça, on doit sentir moins d'acharnement sur le pouvoir en place parce que
certains ont l'impression que c'est seulement au Bénin que tout coûte cher. Or, c'est une situation générale. Et même ailleurs, la vie coûte cher, plus cher qu'au Bénin. Seulement qu'on n'a pas les mêmes situations en matière de capacité des populations pour aller sur le marché. Donc, je pense bien que c'est déjà bien que le gouvernement donne de la voix pour nous expliquer ce qui se fait, puisque les causes sont déjà connues. Mais à partir de cette sortie du ministre Wadahi, on a eu davantage d'éclaircissement, de compréhension sur les actions qui sont en train d'être menées par le gouvernement pour améliorer la situation. Seulement que jusqu'à présent, on ne ressent pas encore les effets des différentes actions annoncées par le gouvernement, ce qui pose un problème de suivi des mesures. Est-ce que les mesures sont vraiment suivies? Et si les mesures sont suivies, est-ce que les mesures touchent vraiment la cible ou les cibles concernées? C'est là la grande question. Ce qui fait que jusqu'à présent, on nous annonce des mesures, on nous annonce des allègements fiscaux, mais sur le terrain les prix continuent de flamber. Oui. Bon, pour la plupart des produits, les prix ne montent plus, mais les prix stagnent. Voilà, quand c'est comme ça, on se demande si vraiment ces mesures sont efficaces. Si les prix stagnent, est-ce la faute au gouvernement ou aux commerçants qui sont dans les marchés? Je pense bien que la faute est partagée, ou la responsabilité est partagée, oui. Que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des commerçants et au niveau des consommateurs, parce qu'il faut que le consommateur aussi, prenne conscience des mesures qui sont prises en sa faveur pour qu'arriver à certain moment que le consommateur puisse exiger des commerçants ce qu'il doit exiger. Donc, je pense bien que les attentes sont partagées, mais en premier, on voit d'abord le suivi. Et quand on parle de suivi, c'est le gouvernement qui est visé à ce niveau, parce que c'est le gouvernement qui doit accompagner les mesures les différentes mesures par le suivi pour savoir si effectivement les mesures sont mises en œuvre. Et si ces mesures sont mises en œuvre, est-ce que vraiment les cibles sont touchées? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'allègement. L'État peut alléger, peut faire des allègements fiscaux, mais au niveau du grossiste, le grossiste peut décider de vendre plus cher le produit, et ce qui va avoir de répercussions sur le détaillant. Donc, il faudrait qu'au niveau de toute la chaîne, on puisse suivre. Si vous prenez l'exemple du ciment, on nous a dit que les prix n'ont pas augmenté au niveau des usines. Mais qu'est-ce qui justifie l'augmentation au niveau des, voilà. Quand vous approchez des tenanciers, des dépôts, ils vous expliquent que vraiment le coût du transport évalué par le gouvernement n'est pas forcément ce qui est sur le terrain, que le coût du transport est au-delà de ce que le gouvernement a évalué à son niveau. Puisque on nous parle du prix du gasoil, par exemple, qui est subventionné pour que le gasoil soit disponible. Mais une fois que le gasoil par exemple, n'est pas disponible, quand vous entrez dans l'informel pour aller chercher du gasoil, le prix n'est plus le prix indiqué par le gouvernement. Donc quand c'est comme ça, cela a forcément de répercussions sur le transport des marchandises. Et c'est le consommateur final qui supporte ce surplus-là. Donc je pense bien que c'est un problème complexe qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse. Maintenant, ajouter à cela s'ajoute maintenant la mauvaise foi des commerçants qui prétendent que le stock qu'ils ont actuellement, c'est les anciens stocks avant la prise des mesures. Et quand c'est comme ça, c'est complexe de dire effectivement, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'acheter et de vendre sans profit, de vendre à perte. Ce n'est pas ça le commerce. Le commerce, c'est de gagner. Donc, ceux-là qui disent qu'ils ne fonctionnent qu'avec les anciens stocks, le gouvernement doit aller sur le terrain pour contrôler effectivement les bordereaux, parce que quand vous achetez des marchandises, vous avez des bordereaux qui prouvent la date de sortie, les factures et autres. Donc, le gouvernement doit aller sur le terrain par le biais du ministère du Commerce pour aller contrôler effectivement si ces commerçants, parce qu'il y a 2 semaines qu'on nous a annoncé certaines mesures. Oui. Jusqu'à présent, on ne sent rien. Donc, je pense bien qu'il est temps que le gouvernement puisse pas l'autruche par l'entremise du ministère de l'industrie du commerce, aller sur le terrain pour vérifier vraiment si ces stocks dont il est question sont vraiment des stocks anciens. Parce que si on ne le fait pas, le gouvernement va faire des allègements, le gouvernement va accorder des subventions, et c'est le commerçant qui va en bénéficier au moment où les populations seront en train de souffrir. Donc je pense bien qu'on a un travail à faire, et les associations des consommateurs doivent également entrer dans le jeu pour aider le gouvernement à
ils ont donné le numéro 113, je crois, oui, pour dénoncer. Je pense que ce n'est pas encore ça la solution, parce que nous n'avons pas encore l'habitude, nous n'avons pas encore dans nos habitudes la dénonciation. Donc je pense bien que ce numéro risque d'être oublié par les Béninois. Espérons quand même que le gouvernement puisse prendre le taureau par les cornes afin de résorber la situation des citoyens béninois. On ne vous laissera pas partir de ce plateau sans parler de cette actualité. 6 avril 2016, 6 avril 2022, exactement 6 ans que Patrice Talon accédait au pouvoir d'État. Le Bénin embarquait ainsi dans le navire Nouveau Départ, des réformes politiques et institutionnelles. Le changement des habitudes a bouleversé le quotidien des Béninois. 6 ans après, quel bilan faites-vous de la gouvernance Patrice Talon? C'est un gros sujet que vous venez de sortir à la dernière minute, mais je vais dire au moins... voilà, en quelques minutes, et on va aborder le sujet. 6 ans après, gouvernance Talon, quelle lecture vous en faites? Globalement, je pense bien que les Béninois, ou particulièrement, je suis laissé sur ma faim, les espoirs qui ont été placés à la rupture, les espoirs sont loin d'être comblés. Parce que dans même secteur, des choses qui sont promises n'ont pas été réalisées. Donc quand c'est comme ça, je pense bien que le gouvernement a encore du pain sur la planche, et encore qu'ils ont la chance, encore que le chef d'État a la chance de remplir avec un second mandat. C'est une course contre la montre aujourd'hui. Je vais vous donner un seul exemple. Regardez le projet asphaltage. On nous a annoncé 2 phases pour le premier quinquennat. Mais aujourd'hui, on a fini le premier quinquennat, mais la deuxième phase est encore loin d'être lancée. Donc ça veut dire que nous avons des reliquats du premier quinquennat que nous continuons de traîner dans le second quinquennat. Donc, sur plusieurs plans, vous allez voir qu'il y a de ces reliquats-là qu'il faut régler le plus vite possible. Parce que des projets qui ont été prévus pour le premier quinquennat, on ne doit plus continuer de parler de leur non-exécution au cours du second quinquennat. Donc, je pense pas globalement, je pense bien que c'est un mandat ou c'est un régime qui, comme l'avez rappelé dans votre introduction, qui est venu changer certaines habitudes. Là, nous sommes parfaitement d'accord. Par exemple, sur le plan de la lutte contre la corruption, il y a eu des avancées. Sur le respect de l'autorité, il y a eu des avancées. Justement. Parce que personne ne pourrait imaginer que les abords de Rouvois seraient libérés et non occupés jusqu'à présent. Mais donc, quelque part, ce respect du bien public est revenu dans l'esprit juste parce que l'autorité s'est affirmée très forte, et ce qui a fait qu'aujourd'hui le Béninois comprend que le bien public doit être respecté. Donc il y a de ces aspects positifs qu'on peut souligner au niveau de la rupture et au niveau du nouveau départ. Mais par rapport à nos espoirs, par rapport à nos espérances qu'on avait placées dans ce pouvoir, ces attentes sont restées encore pour la plupart non comblées, ce qui met beaucoup plus de pression sur le chef de l'État. Voilà, beaucoup de pression sur le chef de l'État, mais nous avons encore 4 ans pour achever ce second quinquennat. Quelles seront vos attentes, quels sont vos souhaits à l'endroit du chantre de la rupture, afin quand même que l'espoir espéré par les citoyens béninois puisse être quand même au rendez-vous à la fin de ce second quinquennat? Non, je pense bien que les attentes restent les mêmes. Les attentes restent les mêmes. Il faudrait que aujourd'hui, ce qui est plus urgent pour les Béninois, c'est d'abord le coût de la vie. Si vraiment on peut arriver à trouver une solution, on sait que c'est une situation générale. Ce n'est pas seulement propre au Bénin. Donc, si le Bénin peut faire une particularité, nous sentons déjà qu'il y a quelque chose qui se fait par rapport à la sortie anarchique de la production locale. Il y a un effort. Il faudrait qu'on puisse continuer pour vraiment alléger la tâche. Maintenant, par rapport sur le plan politique, nous avons des échéances électorales qui sont devant nous. Il faudrait, comme les politiciens le désirent tous, que vraiment il y ait des inclusions au niveau des élections. Voilà, qu'il y ait qu'on ne parle plus d'élections exclusives. Il faudrait également qu'on puisse travailler pour qu'on puisse assister à la décrispation du climat socio-politique. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Si on peut arriver à trouver un terrain d'entente pour que ceux-là qui aujourd'hui sont frustrés puissent vraiment avoir le cœur libre pour participer aux débats publics, je pense bien qu'on peut changer quelque chose dans les manières de faire. Donc pour moi, de manière générale, il y a un grand travail à faire au plan social, au plan politique, même si on a noté quelques avancées. Il faut que ces avancées soient vraiment significatives pour que chaque Béninois puisse ressentir le bonheur, comme le disait l'autre, que la prospérité soit réellement partagée.
Espérons justement que la prospérité soit partagée et que ce deuxième quinquennat du chef de l'État profite à tous les citoyens béninois. Stop et fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Sujani Yarou, Joël Zavis, Emmanuel Oussou, à vous chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.